J'accueille sur ce plateau Colette Langlade. Vous êtes députée socialiste de Dordogne. Bienvenue. Face à vous, Philippe Vigier. Vous êtes président du groupe UDI à l'Assemblée nationale. Bienvenue à vous. On va commencer avec la colère et la grogne des policiers. Les rassemblements se poursuivent partout en France en attendant la rencontre des syndicats avec le chef de l'État demain. Écoutez le secrétaire du syndicat d'Alliance. Il était présent ce matin devant le palais de justice de Paris. Nous pensons que nous pouvons obtenir là des avancées sur notamment la légitime défense, que les textes puissent évoluer. Ils ont déjà un peu évolué, mais pas suffisamment. Des avancées sur, par exemple, les heures supplémentaires qui aujourd'hui ne sont pas payées, alors qu'il y a 19 millions d'heures supplémentaires en stock. Des avancées sur peut-être l'heure de nuit. Vous voyez, un policier aujourd'hui, quand il travaille la nuit, il est payé 0,97 centimes d'euros. Donc nous allons dire au président de la République, voilà ce qui n'est plus possible. Vous le voyez donc, la fronde des policiers qui se poursuit au cœur des questions au gouvernement. Ludovic Faux, vous êtes avec Philippe Cochet, député Les Républicains du Rhône, qui va interpeller le gouvernement. Oui, Philippe Cochet, votre sujet tout à l'heure dans l'hémicycle, ce sera la sécurité, le malaise des policiers. Qu'allez-vous demander concrètement au gouvernement ? Je crois que simplement, très concrètement, dans la situation où nous sommes, les policiers ont besoin d'une réponse précise. S'ils manifestent, ce n'est pas de gaieté de cœur, ce sont des gens qui ont tout à fait conscience de leur mission. Simplement, ils ont été abandonnés par le gouvernement. Il faut savoir que notamment l'abandon des peines planchées les fragilise. Également se pose également la problématique de la légitime défense. On ne peut pas à un moment ou à un autre laisser à un certain nombre de représentants de l'autorité de l'État se faire agresser impunément. Et c'est vrai que notamment lorsque le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur parlent de sauvageons, alors que nous avons affaire en fait à des meurtriers, il est évident que cela crée une véritable tension, non seulement au niveau des policiers, mais également au niveau des gendarmes, également tous les services qui sont au service de la population et qui sont victimes des exactions de la part d'un certain nombre, bien sûr, de voyous. Merci Philippe Cochet. On écoutera évidemment tout à l'heure la réponse du gouvernement dans l'hémicycle. Merci à vous, Ludovic Faux. Colette Langlade, pourquoi ce sentiment d'abandon des policiers aujourd'hui? Comment vous, politique, vous l'analysez? Tout d'abord, je comprends le mouvement et l'émotion des policiers depuis quelques semaines et depuis quelques mois, mais je ne peux pas entendre dire que le gouvernement abandonne les policiers. Je voudrais rappeler des mesures depuis 2012 qui ont amélioré les conditions d'exercice des policiers, mais aussi des gendarmes. La création de 9000 postes, alors que le quinquennat précédent en avait supprimé plus de 13 000. Et j'entends aussi, et je soutiens le gouvernement, avec l'appui financier de plus de 865 millions d'euros pour la période 2012-2020 pour revaloriser les carrières, les salaires, la mobilité et les indemnités, et aussi cette somme financière pour améliorer les équipements, la remise à niveau aussi des équipements, l'achat et la remise à niveau. Et dernière peut-être chose aussi, suite à, je crois que le débat n'est pas clos, suite à l'incident très violent de Viry-Châtillon, ce dispositif anti-caillassage annoncé par le Premier ministre. Donc vous voyez que le gouvernement n'oublie pas les policiers. On l'entend, il y a des moyens qui ont été mis en œuvre, Philippe Vigier, des moyens financiers. Est-ce suffisant, ces moyens financiers? Quelles sont les raisons aujourd'hui de ce mal-être policier? Écoutez, je crois qu'il y a un épuisement général des forces. Ils ont été tellement sollicités depuis longtemps avec cette montée du terrorisme, l'état d'urgence. Et d'ailleurs, dans le reportage, on entendait que les problèmes des heures supplémentaires qui ne sont pas payées, des problèmes de bras. C'est vrai qu'il y a des recrutements en cours, mais il faut aller plus loin. Il faut, on le sait, puisqu'il y a un risque maximum et les ministres le disent semaine après semaine. Ça veut dire que ce risque terroriste étant là, ces violences urbaines étant aussi importantes, il faut qu'en face, on soit capable de répondre. Donc il y a les moyens humains, il y a les moyens matériels, il y a naturellement la problématique des conditions de travail, les heures supplémentaires, c'est un exemple. Il y a aussi la réponse judiciaire, l'articulation entre naturellement policiers, gendarmes, forces de l'ordre, détenteurs de l'autorité publique, et puis tous ces malfrats, ces voyous. Et simplement, mes chers collègues, quand vous dites un incident à Viry-Châtillon, non, c'est un meurtre. Pardonnez-moi, il y a des mots qu'on ne peut plus laisser passer. Ces policiers qui ont été assassinés à Magnanville, ce sont des meurtres. Et ces images de torches humaines, telles qu'on a pu les voir sur toutes les chaînes de télévision en boucle, ça frappe les émotions. Je ne dis pas cela pour créer de l'émotion, mais il faut comprendre qu'il faut maintenant les entendre. En plus, vous savez que les pompiers commencent éventuellement à rentrer dans la contestation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un malaise de ces forces de l'ordre, en général, de tous ceux qui participent
à la sécurité des Français au quotidien. Il faut les entendre, il faut les aider, ils font un travail formidable, mais il ne suffit pas de leur dire. Il faut aussi donner les moyens et les mettre sur la table. Colette Langlade, vous avez entendu également ces policiers sur la réponse judiciaire. Est-ce qu'il y a un divorce aujourd'hui entre la police et la justice? Non, je veux quand même ici rappeler la fermeté du gouvernement et ces 13 000 suppressions de postes qui ont été effectuées entre 2007 et 2012. Mais Alain Juppé aussi conteste vraiment, dit que c'était une erreur, la suppression de tous ces postes que l'on retrouve encore malheureusement aujourd'hui avec des conséquences. Mais moi je dis, il ne faut pas opposer la police et la justice. Ce sont les policiers eux-mêmes qui se sont deux pouvoirs totalement différents. Ils doivent travailler ensemble, surtout, c'est vrai, mais on ne doit surtout pas les opposer. Vos propos m'appellent deux remarques de ma part. Vos propos appellent deux remarques de ma part. La première, c'est vrai qu'Alain Juppé a déploré le fait qu'il y ait des suppressions de postes sous le quinquennat précédent. Et donnez-moi acte que je viens de dire il y a quelques instants qu'on a recréé des postes sous ce quinquennat, mais il faut aller plus loin. Nous annonçons 10 000 en plus, Alain Juppé le dit, pour les 5 années qui viennent. La deuxième chose, bien sûr la séparation des pouvoirs. Bien sûr. Mais vous savez que tout parlementaire, à tout moment, peut rentrer dans un centre de détention, dans une prison. Allez voir tous ceux qui sont sur le terrain opérationnel. La réponse judiciaire, pardonnez-moi, toutes ces remises de peine qui existent, deviennent totalement intolérables. Ça ne veut pas dire... Je suis maire de ma commune. Ça ne veut pas dire que c'est le tout carcéral. Ça veut dire qu'il faut des travaux d'intérêt généraux. Est-ce que vous avez essayé, un jour ou l'autre, de monter des travaux d'intérêt généraux dans une collectivité? Vous verrez le niveau de complexité. Ça veut dire quoi? La réponse judiciaire, il faut l'adapter. Pourquoi? Parce que le danger a changé. Parce qu'ils osent tout. Parce qu'ils sont prêts à taper nos forces de l'ordre. Ils tapent nos médecins. Moi, je ne supporte pas que dans certains quartiers, des infirmières, des médecins, des pompiers ne puissent plus rentrer. Colette Langlade, vous entendez cette inquiétude des policiers justement sur la réponse judiciaire? Je suis une élue rurale, d'une circonscription rurale en Dordogne, et je salue toujours les fonctions et les missions des policiers pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur notre territoire. Et cette réponse judiciaire que les policiers mettent en cause aujourd'hui, vous l'entendez? Bon, ce n'est pas vrai, ça, je peux pas l'entendre. Les gens ne sont pas lâchés. C'est un discours que l'on entend depuis de maintes années. Les policiers sont instrumentalisés sur le terrain aujourd'hui. Maintenant, avec les attentats que l'on a connus, l'histoire de France qui a basculé, nous devons avoir peut-être encore un autre accompagnement, un accompagnement nouveau auprès des policiers et les entendre encore davantage. Eh bien, c'est bien de reconnaître que il faut une réponse qui évolue parce que le péril a beaucoup évolué. Et les remises de peine, pardonnez-moi, c'est la vérité, elles existent. Et ce qui est insupportable pour certains policiers, c'est que les mêmes que l'on connaît, ils les relâchent, ils les retrouvent face à eux. Je ne dis pas une fois de plus, vous voyez, je ne suis pas dans le tout carcéral. Bien sûr, il faut des places de prison en plus. Mais l'accompagnement, juste un mot, puisque nous sommes dans le budget, l'accompagnement de celles et ceux qui sortent de prison, les moyens qui sont donnés pour les associations qui s'occupent de l'accompagnement des anciens détenus ont diminué pour le budget 2017. Voilà un exemple de faillite d'accompagnement. Avant 2012, on avait exactement les mêmes sujets, les mêmes débats. Oui, mais et on va poursuivre justement ensemble avec le budget et le budget de la sécurité sociale dans l'hémicycle. Le projet de loi donc de financement de la sécurité sociale marqué par un quasi-retour à l'équilibre des comptes pour le régime général. Le fonds de solidarité vieillesse, lui, reste déficitaire. Ludovic Faux, vous êtes avec Bernadette Laclais, députée socialiste de Savoie, qui va interroger le gouvernement sur ce projet de loi. Oui, Bernadette Laclais, quelles questions allez-vous poser au gouvernement concernant le projet de loi de financement de la sécurité sociale dont l'examen commence cet après-midi dans l'hémicycle? Oui, nous allons commencer l'examen et il me semble qu'il est important au moment où nous entamons la dernière discussion de la législature de voir le chemin parcouru et de demander à la ministre de nous dire en quoi ce nouveau PLFSS s'inscrit dans la suite de ce que nous avons déjà fait, c'est-à-dire le redressement des comptes sociaux avec un retour à l'équilibre et comment elle fait pour affirmer que nous sommes bien dans un retour à l'équilibre, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait des doutes, donc question pour réaffirmer cela. Et puis en même temps, les avancées que nous avons pu constater au cours de ces dernières années et en quoi ce nouveau PLFSS viendra les conforter. Merci Bernadette Laclais. On écoutera évidemment la réponse du gouvernement tout à l'heure dans l'hémicycle concernant notamment la fin du trou de la Sécu, réel ou supposé, que vous évoquiez à l'instant. Merci. Philippe Vigier, c'est une bonne nouvelle. Les comptes de la sécurité sociale s'améliorent aujourd'hui et elles sont en quasi-retour à l'équilibre. 400 millions d'euros de déficit, c'est du jamais vu depuis 2001.
Vous saluez le gouvernement sur cette action? Moi, j'ai dit une chose, il y a une amélioration. Vous voyez, on peut être dans l'opposition et dire qu'il y a des améliorations. Vous voyez, c'est ça, un problème de comportement qui doit évoluer. En revanche, ça a été dit dans votre reportage, le fonds de solidarité vieillesse, c'est près de 4 milliards d'euros. Il n'est pas comptabilisé dans le déficit. En revanche, les retraites des régimes spéciaux, c'est combien? C'est 5 milliards. Est-ce qu'ils sont comptabilisés? Certainement pas. En revanche, les chiffres sur lesquels on se base pour apprécier le déficit des retraites en 2020, les chiffres du COR, le fameux Conseil d'orientation des retraites, ils s'appuient sur 2 critères. Et les 2 ne sont pas satisfaits. Le premier, c'est un taux de chômage à 7,5%. À combien sommes-nous? À près de 10. Et sur un deuxième critère, c'est la croissance, qui devrait être à 2%. À combien est-elle? À 1,5%, voire 1,2% cette année. Ça veut dire qu'il y a une amélioration, mais avec des chiffres en trompe-l'œil, avec une chose en revanche. Et ça, Marisol Touraine devra s'en expliquer. Le reste à charge pour les patients. C'est pas Philippe Vigier qui le dit. Il y a eu un rapport excellent qui est sorti il y a quelques jours, dans lequel il explique que ce reste à charge, donc ce qui reste à charge pour les patients qui se font soigner, a augmenté ces 5 dernières années. L'assurance maladie qui doit encore opérer 4 milliards d'euros pour arriver à ces 400 millions d'euros de déficit en 2017. Sur qui doivent se faire ces économies aujourd'hui, Colette Langlade? Est-ce sur le reste à charge, comme le dit Philippe Vigier, ou sur d'autres postes? Alors, concernant le PFSS, si vous me permettez, quand même saluer le rééquilibre des comptes de la sécurité sociale, avec 3 branches sur 4 à l'équilibre. Et la famille qui est en équilibre depuis la première fois depuis 2007. Encore des efforts à faire pour la maladie, mais c'est quand même à noter, Monsieur Vigier, c'est le déficit le plus bas depuis 2001. Et je vous ai pas coupé. Je voudrais quand même repréciser le gouvernement et l'accompagnement pour les grandes orientations. La baisse des prix des médicaments, c'est un effort aussi qu'on a fait depuis 2012. L'accès sur la prévention, les mesures de justice sociale. Je suis co-signataire d'un amendement concernant la justice sociale pour l'exonération de la CSG pour les petits retraités qui vont quand même, ça concerne de mémoire 480 000 petites retraites pour les retraités qui ont jusqu'à 1 250 euros. Vous avez réussi à convaincre le gouvernement sur ce point. C'est l'amendement que je vais présenter et que je vais soutenir parce que comme je disais, la France est un pays aussi où il y a une population active importante, mais une population de retraités, toutes ces personnes qui ont travaillé toute leur vie, notamment je pense au domaine dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les commerces, et c'est quand même un geste fort du gouvernement d'avoir pu augmenter ce seuil d'exonération sociale. Et puis ensuite, deuxième quand même argument très important pour les retraités qui ne sont pas imposables, qui vont bénéficier d'un chèque du Trésor public pour les personnes qui vont embaucher un emploi à domicile. Voilà des bonnes avancées, pour ça je suis très satisfaite de ce PLFSS et que je vais voter. Avec cette baisse de la CSG, le gouvernement s'est rangé derrière cette baisse de la CSG pour les retraités. Un mot là-dessus quand même. Attendez. Jamais le pouvoir d'achat des retraités n'a baissé autant que ce quinquennat. L'amendement dont vous faites part sur la CSG qui permet de relever la retraite des retraités, c'est la rapporteure générale avec vous, madame, c'est vrai. D'ailleurs, cet amendement, on le soutiendra. Parce que je rappelle que vous aviez relevé, le gouvernement avait relevé la CSG des retraités, amputant par là même leur pouvoir d'achat. Vous dites la famille, c'est équilibré. C'est facile lorsqu'on baisse les allocations familiales. Vous dites la maladie, c'est équilibré. C'est facile lorsqu'on diminue les remboursements, lorsque le reste à charge, comme je disais tout à l'heure, est plus élevé. Et puis vous dites les retraites sont équilibrées. Non seulement elles ne sont pas, mais je voudrais vous rappeler une chose. Dans cet hémicycle, jusqu'en 2012, on nous disait pratiquement tous les jours, les réformes de retraite qui ont été faites sont injustes. Quand nous reviendrons au pouvoir, nous les supprimerons. Nous ne les avons pas supprimées. Vous ne les avez pas supprimées. Et enfin, les franchises médicales, dont vous aviez considéré, Madame Touraine, la première, que c'était l'immense injustice. Est-ce qu'elles sont là 5 ans après ou pas? Elles sont là. Langlade. Vous savez, quand je suis sur ma circonscription, je leur dis, attendez, la droite revient et la droite revient avec les nouvelles mesures de déremboursement, les franchises médicales, et surtout, et quand j'entends surtout un candidat à la primaire, bon, que vous ne soutenez peut-être pas, je ne sais pas, Bruno Le Maire, qui dit qu'il faudra s'acquitter d'une amende de 40 € par personne quand on ira aux urgences sans motif valable. Mais quel est le motif? En tout cas, la gauche devra porter dans son sac à dos le fait que les petits retraités
et leur pouvoir d'achat qui a diminué, que les mutuelles, vous savez, sont devenues fiscalisées. Dites ça aux classes moyennes qui payent des impôts parce qu'elles ont une mutuelle, que leurs allocations familiales ont diminué. Ils savent que votre bilan social est très mauvais. Sachez bien, ils l'ont compris depuis longtemps. C'est une saine gestion financière et pérenne. En tout cas, on retiendra qui permet d'entrevoir d'appauvrissant les assurés sociaux. Et on retiendra votre point d'accord au moins sur la CSG des retraités qui doit toucher 480 000 ménages retraités. Deuxième jour du démantèlement de la jungle de Calais. 2300 migrants ont déjà rejoint des centres d'accueil, mais l'évacuation du camp est loin d'être terminée. Ludovic Faux, vous êtes avec Marie-Anne Chapdelaine, députée socialiste d'Ille-et-Vilaine, qui interpellera le gouvernement sur ce démantèlement de la jungle de Calais. Oui, Marie-Anne Chapdelaine, quelle question, tout simplement, allez-vous poser au gouvernement cet après-midi? Au ministre de l'Intérieur sur la situation à Calais, parce que je pense que là, le gouvernement agit avec courage, détermination et, je dirais, humanité, mais il reste encore quelques petites questions, donc c'est de demander à Bernard Cazeneuve qui nous explique en quoi est le dispositif sur Calais et quelles sont les suites données. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez comme explication, comme précision? En fait, ce qui se passe, ce qui s'est passé aussi, parce qu'on fait l'histoire, et les suites, et puis surtout les mesures en faveur des plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes et les mineurs étrangers isolés. Merci Marie-Anne Chapdelaine. On verra tout à l'heure si le gouvernement vous apporte satisfaction sur ces précisions que vous demandez. Merci. Merci à vous, Ludovic Faux. Le démantèlement de la jungle de Calais, chacun s'accorde à reconnaître qu'il faut démanteler la jungle, mais cela va-t-il pour autant signifier la fin des arrivées de migrants à Calais, Philippe Vigier? Moi, j'ai reconnu dès ce matin que enfin on démante les Calais. C'était totalement inhumain de laisser des milliers de personnes dans de telles conditions et saluer le travail des associations et des policiers qui ont fait tout ce qu'ils ont pu depuis longtemps. Deux, on verra comment le démantèlement se termine. Je crois savoir qu'il y a quelques crispations, donc il faut vraiment accompagner ce mouvement-là. 3, n'oubliez pas qu'il y a d'autres petits Calais en France. Du côté de Metz, il y a plus de 1000 réfugiés qui sont là. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des migrants qui vont continuer à arriver. Quelle est la politique migratoire de la France? Quelle est la politique migratoire européenne? Parce qu'il va y avoir un appel d'air. Est-ce que ou non, on va renégocier avec les Britanniques des accords de façon à ce qu'il y ait plus de migrants qui vont en Grande-Bretagne au moment où il y a le Brexit. Donc vous voyez, rien n'est terminé. C'est un sujet extrêmement difficile. La faillite européenne est immense. Colette Langlade, quelle est la suite pour ces migrants? La jungle est démantelée, ils se dirigent vers des centres d'accueil et d'orientation. Deux éléments importants. Premièrement, Calais, c'est l'anti-Sangat qui avait été fermé sans procédure, sans démarche et surtout sans projet humain pour toutes ces familles, ces enfants et ces mineurs isolés. Deuxième élément, ce qu'on peut remarquer depuis hier, l'évacuation se passe bien parce que la préparation a bien été pensée et bien réfléchie. Hier, plus de 2000 migrants ont déjà été évacués dans la première journée. Et moi, ce que je propose, c'est d'être humaine, tout simplement, parce que c'est l'honneur de la France. Vous en accueillez sur votre territoire, en Dordogne? Il y a un centre d'accueil? La région Nouvelle-Aquitaine accueille des migrants et la Dordogne accueille des migrants sur les villes de Périgueux et de Bergerac. Quel est l'avenir pour ces migrants une fois dans ces centres d'accueil? Quand on dit c'est l'anti-Sangat, vous voyez, il y a une chose qu'il ne faut plus faire dans la vie politique. C'est tomber dans ces images comme cela. Vous croyez que c'était une belle image, Calais, avec 8 ou 9 000 personnes, dans les conditions dans lesquelles ils vivaient? Je pense que c'était vraiment pas l'image que l'on peut donner de notre pays. En plus, moi j'ai le caractère profondément humaniste et ma famille politique l'est aussi. Donc sortons, je vous en prie, de cela. J'ai posé 2 questions fondamentales sur lesquelles je crois qu'il est important de répondre. Quelle politique migratoire française? Quelle politique migratoire européenne? On sait très bien qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Est-ce que oui ou non, on va redéfinir des quotas? Est-ce que l'accueil du regroupement familial ne doit pas être modifié? Je n'ai pas dit supprimer, j'ai dit modifier, parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. Et puis enfin, quand vous dites tout a été préparé, je vais prendre l'exemple de mon département, je vous en parle très librement. Il a fallu qu'on aille aux informations avec la préfecture. Après, oui, une fois le premier échange qui a eu lieu, on a pu organiser les choses. Mais ça a été extrêmement tardif. Et vous savez, de nombreux élus locaux, et vous l'êtes également, ont vu qu'on n'avait que peu de temps pour trouver des solutions, alors qu'il y a longtemps qu'on sait qu'il fallait démanteler Calais, qui était une image absolument dramatique de notre pays.
Vous savez, nous, dans mon département, on a de très bonnes relations de travail et de satisfaction entre l'État, les parlementaires et les élus. Mais pour autant, on a été prévenu 15 jours avant. On a travaillé, bon, pour répondre à votre question, madame, c'est une question vraiment de réflexion au niveau pas uniquement au niveau de la France, mais dépasser les frontières au niveau de l'Europe et s'interroger tout à fait sur le sort de ces familles, de ces enfants, de ces jeunes, de ces femmes et de ces hommes qui quittent leur patrie, leur histoire pour aller mouvoir vers notre pays. Aujourd'hui, l'Angleterre accueille notamment des mineurs isolés qui viennent de Calais. L'Angleterre doit-elle accueillir plus de migrants ? Justement, c'est dans le travail de préparation qui a été fait pour Calais, c'est ces jeunes migrants qui ne veulent pas rejoindre les centres en France pour aller rejoindre et retrouver leur famille qui est en Angleterre. En fait, ils rejoignent l'Angleterre parce qu'il y a des accords internationaux qui prévoient que lorsqu'ils ont de la famille, eh bien, ils sont prioritaires pour la rejoindre. C'est ce qui se passe pour l'Angleterre. Mais l'Angleterre doit-elle aujourd'hui s'engager plus en amont sur cet accueil de migrants? Elle doit participer comme les autres. Elle doit participer comme les pays de l'Europe entière, comme nos voisins, à avoir bien entendu ce temps de réflexion et de projet pour parler ensemble des objectifs bien entendu de mouvance de ces populations et leur retrouver quand même un équilibre, parce que vivre dans le froid, dans la violence, dans la boue, dans l'eau, des conditions totalement inhumaines, leur retrouver peut-être un peu de sens français. Il faut définir une vraie politique migratoire. C'est dommage qu'aux questions que l'on pose, on verra, parce qu'Harlem Désir n'a pas répondu la semaine dernière, on verra s'il répond cette semaine. Il y a une réponse gouvernementale à apporter. Depuis 15 ans, Calais est devenu le symbole de cette immigration, de ces réfugiés, avec ces camps, ces démantèlements de camps successifs depuis 15 ans. Aujourd'hui, comment régler cette question de l'accueil des réfugiés? Pouvez-vous garantir aux habitants de la Calaisie qu'il n'y aura plus de squats, de camps à droite, à gauche, autour de Calais? C'est leur inquiétude aujourd'hui, Colette Langlade. Mais vous savez, depuis des années maintenant, il y avait la jungle de Calais, depuis plus de 10 ou 15 ans, et on entendait je lisais dans la presse des articles sur les commerçants, les artisans qui disaient on s'était habitué à ces personnes-là, on avait commencé à les sociabiliser, à les rendre d'abord beaucoup plus disponibles dans la vie de société, dans le bénévolat, etc. Puis maintenant, ils partent. C'est tout ce travail encore qui reste à faire de l'accueil des réfugiés en France. En tout cas, il faut traiter le mal à la racine. Ça veut dire quoi? Si on veut qu'il n'y ait pas de migrants, il faut créer des conditions de développement des pays dans lesquels ils grandissent. Et vous voyez, ça nous ramène au débat de la semaine dernière, parce qu'on a tordu le bras du gouvernement sur la taxe sur les transactions financières pour abonder les financements pour l'Agence française de développement. Tant qu'on ne sera pas capable, dans ces pays qui sont loin de chez nous, avec l'Europe, c'est une mission essentielle de l'Europe et même du monde entier, de faire en sorte qu'ils aient des conditions de développement économique chez eux, d'électrification, d'alimentation en eau, d'écoles, d'hôpitaux, de développement économique, eh bien, il y aura des migrations. C'est pour ça qu'on ne peut pas assurer aux habitants du Calaisie qu'il n'y aura pas des migrants demain. Voilà, il faut dire les choses clairement aux Français, il faut mettre les moyens là-dessus. Et d'ailleurs, ce gouvernement n'était pas favorable, puisqu'il a fallu qu'on passe à un amendement avec quelques socialistes, 2 ou 3 républicains, le groupe UDI, des écolos, et qu'on a tordu le bras de la ministre, du ministre, pour faire en sorte que cette taxe sur les transactions financières puisse augmenter. Donc vous voyez qu'il y a encore du chemin à parcourir dans les esprits de nos gouvernants. En fait, c'est le gouvernement français quand même qui prend en charge humainement les réfugiés, élément que vous avez complètement squeezé avant 2012. Le co-développement, vous l'avez abandonné dans le budget. Parce que les réfugiés ne sont pas en France, ne sont pas à Calais uniquement depuis 4 ans. Ces familles sont là depuis avant 2007. Vous ai-je dit le contraire, en revanche. Là, on n'en a jamais trop parlé, vous ne l'avez jamais évoqué. Vous avez fermé le centre sans projet éducatif pour les enfants, sans projet pour les familles et sans vraiment un centre d'orientation pour ces gens-là qui erraient au travers de la France. Et vous avez laissé un centre de 8 à 10 000 personnes abandonnées et sur le seul moyen de financer le co-développement, vous avez stoppé les financements, c'est une faute politique. L'accueil des migrants doit-elle se repenser plus largement? L'accueil, l'insertion des migrants doit-elle se repenser plus en avant au niveau européen, Colette Langlade? Chaque pays européen doit-il aujourd'hui prendre sa part de responsabilité? Bien sûr que chaque pays européen doit prendre sa part, mais vous savez que vous avez des régions, vous avez par exemple des conseillers régionaux qui sont issus de la formation politique Front National qui refusent d'accueillir des familles de réfugiés sur leur territoire. Donc je veux dire quand même, c'est une leçon que l'on doit donner à ces gens-là, une leçon de pédagogie, une leçon bien... Avec ces incendies notamment des centres d'accueil. Voilà.
portent leur part et accueillent dans la mesure de leurs moyens et accompagnent. Il ne suffit pas d'accueillir, il faut accompagner derrière. Quels moyens pour les insérer dans la vie de tous les jours? C'est ça l'essentiel. Ce sont des hommes et des femmes qui ont droit à un traitement humain. En revanche, on ne peut pas accueillir tout le monde. C'est mentir que de dire cela. En tout cas, un point d'accord entre vous, c'est bien l'accueil, l'insertion dans de bonnes conditions de ces migrants. Merci à vous, Philippe Vigier, Colette Langlade, d'avoir participé à ce débat.